Bienvenue sur le plateau des Frères Opinion ce soir. Au cours de cette émission, nous allons donc discuter d'un sujet qui concerne donc la société moderne, la société aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons traverse justement des problèmes qui sont liés à l'immigration, à l'exclusion, ainsi donc au racisme, à la xénophobie et à tout ce qui concerne les antivaleurs pour lesquelles les Africains et les immigrants en général sont concernés dans ce pays dans lequel nous nous retrouvons. Nous allons donc débattre ce sujet ce soir avec les différents invités qui sont ici sur le plateau des Frères Opinion, ici à Télé Sud, et qui vont justement chercher à répondre ici autour de ce thème que nous avons donc à vous présenter ce soir. Pour donc animer ce programme, nous avons Madame Adeline Domingo Ogouboui, d'origine béninoise, oui, c'est qui est donc cela. sur ce plateau pour répondre à cette question qui est en rapport avec le racisme dans les milieux des immigrants africains. Et vous êtes en même temps collaboratrice du député maire d'Aigne, c'est ça? C'est cela, oui. Et quelles sont vos responsabilités dans la... Je m'occupe un peu des communautés. Des communautés. Hein, donc vous êtes la personne justement indiquée pour répondre à ce genre de questions. Hein, pourquoi pas? Et alors ensuite nous avons un peu plus à gauche de madame, nous avons monsieur Polo Ouessou. Enchanté. Qui est donc physicien. Vous êtes docteur en sciences, président de Pyramide Africa Technology. C'est cela. Et donc vous êtes d'origine béninoise. C'est cela. En tant que physicien et en tant qu'homme des sciences, vous allez nous apporter justement la petit éclairage concrète sur cette question liée au racisme en France et en Europe en général. Volontiers. Et alors derrière vous, nous avons Mokenge Mouché. Vous êtes pasteur à Rouen, ici en France. Et vous, en tant que pasteur, vous allez aborder ce sujet justement en tant que serviteur de Dieu. De quelle manière pensez-vous apporter des réponses bibliquement? En discutant d'abord sur le fond. Le fond. Parce que la société moderne est composée d'hommes, d'humains. Justement, on va voir dans les fonds comment vous allez parler de la société moderne qui est composée d'humains. Et enfin, donc, le dernier invité que j'ai, donc, à l'extrême droite de M. Mokenge Mouché, qui s'appelle M. Jacques Khalifa, dit Jackie Regan. Il s'appelle également, il est une entreprise qui s'appelle Melissa Music. Il s'appelle également les grands sorciers Mondele. Pourquoi les grands sorciers Mondele? Parce que d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé Sud. Merci. Et pourquoi Mondele? Parce que depuis 1977, je travaille avec des artistes africains, que ce soit Koffi Olomide, que ce soit Franco, que ce soit... Et donc, ce sont tous ces artistes africains qui vous ont surnommé le grand sorcier blanc. Les grands sorciers. Parce que vous allez apporter des réponses sorcières ou c'est parce que vous êtes pas du tout, simplement par goût de la musique. Et puis il y a eu beaucoup de disques qui ont eu la chance de marcher. Et quand ça marche, je crois que c'est plus le doigt de Dieu que de notre talent. Eh bien voilà. Donc voilà, on m'a appelé le grand sorcier blanc. Eh bien voilà, donc nous allons démarrer notre émission dans cette première partie qui concerne justement le racisme dans la société moderne, dans la société dans laquelle nous vivons. Et pour en parler, j'aimerais d'abord qu'on définisse d'abord la notion du racisme. Parce qu'on va parler également là-dedans du problème qui est lié à l'exclusion. Mais le racisme, c'est quoi? Commençons d'abord par madame ici présente, qui est sur le plateau. Que souhaitez-vous savoir sur le racisme? Moi, je souhaiterais plutôt parler de la multiculturalité. Oui. Le racisme, je pense que dans notre société à l'heure actuelle, c'est à chacun d'entre nous de faire un effort pour le vivre ensemble. Et ça pourrait faire baisser un peu ce taux de racisme. Le communautarisme ne nous permet pas, en fait, de pouvoir vivre ensemble. À l'heure actuelle, je pense qu'en France, il y a un gros effort qui est fait sur nos communautés pour justement permettre ce meilleur vivre ensemble. Le mot racisme, pour moi, est un peu difficile parce que ça fait quand même... Est-ce que vous croyez quand même au racisme, mais vous croyez quand même que ça existe, le racisme? Le racisme existe. Le racisme existe. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on peut pouvoir composer avec son prochain. Il ne faut pas voir seulement la couleur, parce que le racisme existe entre le Marseillais et le Parisien. Ce sont simplement des différences de culture,
d'éducation. Donc je pense que l'Afrique n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le racisme. L'Afrique n'a pas grand-chose à voir. Oui, le fait qu'on soit noir, pour moi, n'a pas forcément grand-chose à voir avec le racisme. C'est simplement pouvoir composer ensemble, le fait d'avoir des options différentes. À ce moment-là, oui, parlons de racisme. Donc le racisme existe tous les jours, dans toutes les situations. Donc voilà, ça c'est une entrée en matière. Alors, oui. Monsieur Paul Ouesso, votre réaction d'emblée par rapport à cette question de racisme? Oui, bon, je ne dirais pas que le racisme n'existe pas ou qu'il existe. Moi, ce qui m'a toujours animé jusqu'à présent, ce n'est pas tant de chercher les causes de cette particularisation de la différence, que des gens qui se ressemblent veuillent rester ensemble et en exclure, n'est-ce pas, exclure de leur petite communauté, ceux dont ils ont peur, et en quelque sorte les marginaliser par rapport à leurs propres intérêts immédiats. Eh bien oui, ça a toujours existé. Bon, en Afrique aussi, il y a des gens qui aiment bien rester ensemble. Bon, donc ce n'est pas sur ce plan-là que moi, je m'attarderai pour dire, bon voilà, on a été raciste envers moi. Non, il faut s'attarder là-dessus parce que la majorité dirait, la majorité ici se plaignent sur cette question du racisme. J'entends bien, j'entends bien. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si on a le temps, de se présenter. C'est pour ça que vous êtes là. Je vous dirais que j'ai co-créé le CRAN. Le Conseil représentatif des associations noires. Voilà. Dans cette organisation, j'étais à la fois membre du conseil d'administration et président de STD, Sciences, Technologies et Développement. Et qui avait pour objectif qui avait pour objectif justement, de faire des propositions, de faire des constats, d'accord, et de faire des propositions. Et c'est justement sur ce plan-là que j'ai proposé au sein du CRAN les statistiques qui ont défrayé la chronique, à savoir comptabiliser, quantifier les faits de tous les jours dont les gens se plaignent. Les gens, c'est-à-dire qui, les gens? Oui, bon, les gens qui sont marginalisés, qui sont exclus. Oui. Alors, pour prendre un exemple, je suis enseignant, je suis chercheur, voilà. Et depuis 30 ans que je suis là, j'ai eu le temps de travailler avec de jeunes gens, de différentes couleurs, de différentes origines, on va dire alors de différentes races, si on veut. Bon. Et alors, de constater que parmi ces étudiants, il y a un certain taux, un certain pourcentage, un certain nombre, d'accord, par rapport à un nombre que l'on prend, un nombre de références, il y a un certain nombre de gens de différentes couleurs, de différentes origines. Et puis on monte, on constate donc que le nombre diminue jusqu'à l'université, et vous constaterez donc, et c'est me semble-t-il le sujet très actuel, il n'y a pas de gens dits de couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? À l'Assemblée nationale, parmi les ministres, pendant qu'ils portent la nationalité française pour la plupart d'entre eux. Et c'est ça qui m'a amené à suggérer au CRAN, de lancer ces statistiques-là. Voilà, on va revenir là-dessus, si vous voulez. Sur le CRAN, mais on va d'abord faire le tour du plateau pour entendre le point de vue de chacun, comme ça d'emblée, au début de cette émission. Alors, pasteur Monché, votre réaction? Le racisme est une logique de pensée. Logique de pensée. Logique de pensée. Oui. Parce que après on fera la différence avec la xénophobie qui est un sentiment, une réaction, alors que le racisme c'est quand même beaucoup plus élaboré que ça. C'est une logique de pensée qui a tendance à croire à la supériorité d'une race ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe, à définir un certain nombre de préjugés sur un groupe d'individus et déterminer la maturation d'un individu en fonction de ses origines ou de ses caractéristiques physiques. Donc c'est à peu près comme cela que je comprends le racisme. Et cela étant défini, cela existe. Voilà, ça existe. Ça existe. Alors, et nous vivons cela, mais je crois que je m'arrête là puisque c'était ça la question. Non, cette question, justement, on va revenir pour bien alimenter les idées, parce que on a des cas qu'on va évoquer, pour lesquels, effectivement, on voit tous les jours que le racisme fait quand même son travail dans certains milieux, généralement dans les milieux des immigrés africains. Alors, l'homme sorcier, à vous la parole. Moi, je dirais comment vous entendez tout ça? Je pense que le racisme existe de tout temps et aujourd'hui aussi, mais ça vient souvent du fait de l'ignorance de l'autre, qu'on ne se connaît pas. Et quand on apprend à se connaître, le racisme s'en va parce qu'on n'a plus peur de l'autre.
Bien souvent, c'est la peur de ce que l'on ne connaît pas, quoi. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître les uns les autres. Mais au moins, pour vous, le racisme existe et ça pose problème à une catégorie de gens. Oui, parce que... Enfin, vous savez, mettons, moi je vais prendre 2 cas. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit Marseillais? Parce que, mettons, quand on va au PSG, qu'on a une étoile de David, qu'on est arabe ou qu'on est black, et qu'on va au COP de Boulogne, on est en danger, parce qu'on peut se faire attraper, battre, etc. La différence à Marseille, c'est que quand on est au stade, qu'on soit black, qu'on soit juif, arabe, tout ce qu'on voudra, on est Marseillais. On est tous pour le... Vous voyez, Marseille, depuis longtemps, on a appris à se connaître les uns les autres. Donc on vit ensemble. Il n'y a pas eu ce racisme que l'on rencontre dans d'autres régions. Alors, madame, votre réaction maintenant par rapport à cette question? Oui, je disais que la société française ne reflète pas encore l'image de la multiculturalité, puisque au sein de l'Assemblée nationale, nous n'avons à l'heure actuelle que quelques personnes de la minorité, notamment Ramayad, Madame Rachida Dati. Oui, mais ça ne justifie pas le fait que le racisme... Oui, mais ça va venir, ça commence à venir, ça n'existait pas avant. Donc ça permettra à tout un chacun... Ce n'est qu'une minorité, ça, sur le grand nombre qu'il y a de immigrés. Il est vrai que tous les jours, nous rencontrons des problèmes, mais ce n'est pas forcément un problème qui s'adresse à un noir, à un jaune. La société, à l'heure actuelle, rencontre tellement de problèmes que si nous arrivons à vivre ensemble, ces problèmes-là vont passer. Nous sommes dans une nouvelle société. Cette société fait que les difficultés se mettent au goût du jour. Donc, on doit pouvoir les affronter ensemble. Et si on se met bien d'accord, je pense que le racisme passera de plus en plus sur le côté. Mais du moins, vous croyez au racisme, vous croyez que ça existe? Ah, mais ça existe. Moi, je suis confrontée tous les jours à cela. Vous voyez, je suis quand même aussi un exemple de l'ascension sociale. Et quelle est votre réaction lorsque vous êtes confronté à ce genre de problème? Dans les milieux, par exemple, de travail? Alors, c'est toujours une réaction d'injustice. Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter tout un chacun d'entre nous. Donc on peut arriver du jour au lendemain, parce qu'on n'est pas très bien dans sa peau, penser que ce problème-là passe sur le racisme. Il ne faut pas non plus oublier que nous avons certaines communautés qui sont complètement démunies et qui pensent que parce qu'ils sont démunis, que c'est une forme de racisme. Mais nous avons des blancs aussi qui sont complètement démunis. Qui sont démunis? Oui, mais effectivement. Est-ce qu'on va appeler ça du racisme? Non, mais c'est lié au problème économique, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Oui, donc, alors, docteur, votre réaction? Parce que je vous sens les gens venir. Hein. Voilà, vous avez prononcé le mot important, qu'il fallait. Économique. Voilà. Alors, comment résoudre le problème économique? Ben oui, il faut former les gens. Il faut que les jeunes se forment. Moi, je ne cesse de le dire aux parents d'élèves que je rencontre, aux jeunes gens qui veulent bien m'écouter. Et bien sûr, ce n'est pas toujours bien reçu. Hein. Là, vous parlez des jeunes gens de familles émigrées. Oui. Bon, ce sont essentiellement quand même, puisque tout à l'heure, je vous disais que quand je fais mes propres statistiques à vue d'œil comme ça, que je constate qu'ils sont très nombreux dans les basses classes, et plus on monte en niveau, moins on les voit. Et jusqu'à l'université, etc. Donc, comment résoudre ce problème-là? Voyez-vous? Donc déjà, comme on ne peut pas se mettre d'accord sur le vécu raciste, on mettra... Et dans ce mot-là, ben oui, toutes sortes de vécus. Quelqu'un ne t'a pas dit bonjour le matin, quelqu'un a préféré serrer la main à un voisin, etc. On mettra pas mal de choses dans le thème raciste. On ne se mettra pas forcément d'accord. C'est pour ça que moi je préconise, depuis que j'ai pris ce problème-là à bras le corps, n'est-ce pas, mon niveau, je dis il faut que nos jeunes se forment. Oui, mais ceux qui se forment déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, peu sont ceux qui arrivent au sommet. Ils vont arriver au sommet. Ils sont toujours bloqués quelque part. Voilà, très bien. Ils vont quand ils seront nombreux, l'économie, les industries, les industries, à un moment donné, à moins de vouloir se saborder, se suicider, ils ne peuvent pas aller chercher le polonais, l'intellectuel polonais tout le temps ailleurs. Ils vont se tourner vers ces jeunes gens-là. Et ça fait 20 ans que je le dis. Ça fait 20 ans, je dis que ça fait 20 ans de trop, mais je sens quand même que les choses vont. Écoutez, bon, je ne vais pas trahir un secret. J'ai des classes préparatoires. Sur 40, j'ai un noir. Vous comprenez ça? Sur 40, il y a un noir. Voilà. Et vous pensez que c'est la faute des noirs qui refusent de se former?
je dis, il faut de la persévérance. Parce qu'il y a déjà une certaine sélection dans les institutions scolarisées. Et quand j'observe devant mon établissement... Mais docteur, vous reconnaissez qu'ici, en Europe, en général, dans certaines disciplines d'enseignement, il y a des sélections qui se font déjà à la base pour bloquer. Tout à fait. Moi, j'ai toujours pensé que l'éducation nationale... Le domaine de la médecine, par exemple. Je vais vous dire, monsieur, j'ai toujours pensé que l'éducation nationale, c'est une bastille à prendre. Et je pèse mes mots. Je le sais, je vis avec des collègues, je sais très bien, oui, que bon, cette facilité-là, de vouloir être toujours entre soi, de ne pas être ouvert vis-à-vis de celui qui ne vous ressemble pas. Bon, ça, c'est une facilité de l'esprit. Le cerveau est paresseux de nature. Il faut le forcer. D'accord. Et je crois qu'il arrive très bien que certains collègues, un but donc de leur agrégation, de leur CAPES, etc., ne s'ouvrent pas pour comprendre les difficultés des jeunes. Mais je dis alors, en contrepartie, que ces jeunes-là, que je vois traîner à la fin des cours devant mon établissement, moi j'aimerais bien qu'ils soient chez eux. Et c'est là où on va me dire non, ils n'ont pas un domicile correct, ils sont nombreux dans les familles, etc. C'est là où vous justifiez le racisme par rapport au fait que c'est la faute donc des Africains ou des immigrés en général. Je dis que c'est leur faute. Ce n'est la faute. Parce qu'ils ne veulent pas se former, c'est ça? Je dis que c'est un problème que tout le monde doit résoudre de façon convergente. Tout le monde doit résoudre de quelle manière? Tout le monde doit s'impliquer là-dedans. Les parents, il faut qu'ils viennent à l'école. Il faut qu'ils paient des impôts, les parents. Il faut qu'ils viennent à l'école. S'ils ne savent pas utiliser la langue de Molière. D'après vous, c'est de cette façon qu'on fait briser les barrières. Il faut absolument que les enfants soient nombreux à aller vers la science. Vous n'avez pas encore répondu à mes questions, selon laquelle il y a beaucoup de gens qui sont justement, qui connaissent ces problèmes, non seulement démunis, mais aussi qui sont connus, qui sont barrés dès le départ dans les formations. Oui, vous savez. Je pense que, je vous ai dit tout à l'heure, je répète encore, que l'éducation nationale est une bastille à prendre. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends, oui. Je dis tout à fait, il faut aller vers ça. Je vous assure que c'est à l'oral qu'on va les bloquer, mais pas à l'écrit. Parce que l'écrit, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plus l'oral que l'écrit. Nous allons passer au master qui va réaliser cette question. Oui, ma réaction, c'est d'abord analyser le problème de fond. C'est que le racisme est dû, premièrement, au fait de la différence. Dès qu'il y a différence, il y a déjà une tentation de séparation. Deuxièmement, il y a la faiblesse humaine qui cherche les moyens les plus simples. Alors du moment qu'on juge que quelqu'un est noir, on peut déjà l'écarter juste parce qu'il est noir. Donc c'est la faiblesse humaine qui ne veut pas combattre, on ne veut pas se mesurer à la personne. Donc on préfère finir le combat rapidement en disant... Qui veut finir ce combat d'après vous? C'est celui qui est du côté de la force. Voilà, donc ici, si on parle de la France, c'est la population... Il faut être beaucoup plus direct, parce qu'ici, c'est le débat de libre-échange. Si on parle de la France, c'est les institutions, c'est l'élite française, et qui... Bon, je vais en parler beaucoup plus avec le dernier point. Donc le troisième point, c'est que l'égoïsme conduit aussi au racisme. Donc, la peur de se voir voler ou bien prendre ce qu'on pense être son droit ou son dû, et ça fait peur. Et ça fait peur par rapport à ceux qui gèrent les affaires. Voilà, ça fait peur par rapport à la population aussi. Et donc ils ont peur de... Mais ça existe aussi dans nos sociétés. Oui, mais je parle de l'homme, je parle pas que d'ici. Je parle de l'homme, donc on a peur de voir que l'autre qui n'est pas de notre groupe ethnique ou racial puisse nous prendre ce qui est considéré comme étant produit par nous. C'est ça. Voilà, et c'est ce que nous vivons. Donc, et un autre point, c'est le manque de culture, le manque de méditation sur soi-même qui crée le racisme. On a des préjugés parce qu'on ne sait pas étudier nous-mêmes. À soi-même, on a fait que regarder les faiblesses de l'autre et puis on conclut qu'on est supérieur. Et ce manque de culture, c'est ce qu'on retrouve, parce que c'est manipulé tout ça. Il y a une manipulation à rendre les gens incultures pour qu'ils ne puissent pas réellement méditer sur eux-mêmes et les pousser à avoir des réflexions mauvaises sur les autres. Et puis le dernier point, c'est la manipulation politique intellectuelle organisée. Voilà, manipulation politique donc. Intellectuelle organisée, parce qu'aujourd'hui, si nous voyons un relent de racisme qui monte, c'est parce qu'il a fallu faire des concessions politiques, rapter un électorat à droite, et donc il a fallu faire
tenir des propos de tendance à élever un groupe plus qu'un autre et pour avoir cet électorat-là. Alors, monsieur Jacques Kalife, le grand sorcier, comme on vous appelle, pour la première fois, nous avons un grand sorcier sur le plateau qui sera invité prochainement pour débattre des questions liées à la sorcellerie. Mais il n'est pas sorcier, hein, je tiens à le préciser. Vous savez, moi, mon gros problème, je vous entends discuter. Et mon gros problème, c'est que moi, je ne subis pas vraiment de racisme, d'autant plus que dans le monde de la musique, on se côtoie tous les uns les autres, que ce soit des jeunes arabes musiciens, africains, etc. On s'entend bien, on vit ensemble. Au contraire, on se sert de la culture musicale de l'un et de l'autre pour fusionner. Voilà. Oui, oui. Mais par contre, c'est vrai que, mettons, j'étais avec un musicien qui s'appelle Dallas, qui me racontait qu'il subissait beaucoup d'actes racistes. Et je le croyais sans vraiment le croire. Puis on a été au magasin Carrefour. Et à un moment, on passe à une caisse où il faut la carte passe. Alors je passe avec lui, et la dame qui était à la caissière, monsieur, il faut la carte passe, c'est pas pour vous. Alors que moi, je n'avais pas la carte passe, c'est lui qui l'avait. Et elle le répète jusqu'à ce qu'il ait sorti la carte passe et qu'il ait dit, voilà, j'ai la carte passe. Bon, donc, comme par hasard, moi qui n'avais pas la carte passe, on ne me dit rien. Et en sortant, vous savez, il y a les gardes de sécurité. Mais ils sont venus vers nous, ils ont demandé à lui d'ouvrir son sac, et à moi, ils ne l'ont pas demandé. Donc je me suis rendu compte quand même, bien que les gens de sécurité étaient blacks aussi, donc vous voyez... Mais bon, c'est difficile, moi je ne subis pas tout ça, donc je ne peux pas... D'accord, vous allez reprendre votre idée, mais je vais poser comme une question à M. Jacques, le grand sorcier. Vous êtes français, n'est-ce pas? Oui, Marseille, d'origine juive quand même. Voilà, d'origine juive. Alors, comment vous ressentez tout ça? Vous, en tant que juif, je peux vous appeler ainsi. Comment vous sentez ça par rapport aux autres qui sont ici sur le plateau? Mais moi, en fait, est-ce que vous vivez la même chose ici en France? Vous vivez les mêmes difficultés? Moi, en fait, de regard. Tout ce que je le retiens par les Écritures, c'est que dans les Écritures, il dit quand un enfant pleure parce qu'il souffre, je suis cet enfant qui pleure. Quand un homme a mal et qui souffre, je suis cet homme qui a mal. Donc, d'autant plus que je vis avec la communauté africaine depuis 1977, j'ai de nombreux amis intimes, etc., avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Donc, quand on leur fait du mal, on me fait mal à moi aussi, quoi, maintenant. Donc, mais je ne sais pas si je suis bien placé, parce que je ne subis pas tout ce que ses amis subissent, quoi, tous les jours, par des petits actes, tout ça, mais vexants et qui énervent. Voilà. Alors, je vais revenir vers vous, parce qu'on va arrêter cette première partie de l'émission, mais je vais d'abord demander au docteur, vous avez voulu ajouter quelque chose par rapport à cette question? Oui, c'était tout simplement pour dire que depuis 20 ans où moi, j'ai pris ce problème-là, j'ai commencé à y réfléchir, comment solutionner, comment trouver une solution à ce mal-être, ce mal vécu de la plupart des gens dont on dit, ils sont immigrés, ils sont intégrés. La plupart d'entre eux sont nés au temps colonial, d'accord? Donc ils sont nés en France. C'est ça. Bon. Et leur pays a eu son indépendance et ils ont choisi pour des raisons qui leur sont propres de venir. Et on leur parle d'intégration. Et dans le même temps, comme disait tout à l'heure notre ami, ils sont mis à part, même au supermarché, ils sont catalogués. Voilà. J'ai dit, il faut maintenant envisager une solution, trouver des solutions. Voilà. Et ce que moi je préconise, ce n'est pas simplement de résoudre les problèmes des gens ici, c'est aussi résoudre les problèmes dans les pays d'origine. Voilà. Et c'est cela, si vous me permettez, moi je suis originaire du Bénin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Bénin est un havre de paix actuellement. Il y a une démocratie qui est en route. Voilà, nous allons parler du Bénin. Et j'aimerais en parler. Voilà. On va en parler dans la deuxième partie si vous avez le temps. J'aimerais en parler parce que je pense que aujourd'hui, maintenant, on court après les Chinois. On va parler de tous ces sujets, ça c'est lié à autre chose qui n'est pas dans la logique de l'émission d'aujourd'hui. Madame, vous vouliez dire quelque chose avant la fin de la première partie de l'émission? Oui, je souhaitais dire qu'effectivement la société française ne reflète pas encore justement cette multiculturalité. J'insiste énormément, mais il faut aussi prendre des cas qui font que quand il y a des réunions, quand il y a des rassemblements qui concernent nos communautés, ce sont ces mêmes personnes qui ne viennent pas.
ou qui ne participent pas. Le professeur disait tout à l'heure que les parents ne se déplacent pas au sein des écoles. Ça engendre quoi ? Que l'enfant se sent isolé, ment à sa famille, donc la famille n'est pas forcément au courant, et les institutions sont finalement attaquées parce que mon enfant est en échec. Donc il faudrait que chacun mette un peu d'effort pour que nous puissions... Donc quelque part, vous dites que c'est la faute à nous parents par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a un manque d'éducation dans toutes les communautés. Voilà pourquoi il y a le racisme. Tout à fait. Oui. Merci. Oui. Alors je reviens, forcément, monsieur. Voilà, on va revenir avec vous à la deuxième partie parce que M. Jacques va nous quitter. Le grand souci, j'aimerais bien que vous donniez un conseil par rapport à tout ce que vous avez entendu dans cette première partie de l'émission. À ceux qui ont ce regard de rejet. Mais moi, je pense qu'il faut se foutre royalement de ce que pensent les autres, marcher dans la vie avec la voix de Dieu et puis se battre pour faire sa place au soleil. Parce que quand on a une bonne situation, d'un seul coup, on n'est plus black, on n'est plus beurre, on est quelqu'un de socialement... Quand socialement on a réussi, on ne subit plus le racisme. Voilà, en gros. Eh bien voilà, nous avons ainsi donc terminé cette première partie de l'émission. Nous allons donc suivre une page publicitaire avant de revenir à la deuxième partie pour rejoindre nos invités ici présents. Merci. Le racisme vu par les Africains, les immigrés africains ici en France et en Europe en général, reste justement le thème de notre débat de ce soir. Et je vais d'abord remercier, avant de commencer cette deuxième partie de l'émission, notre invité qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de M. Bobo D. Il est donc artiste, producteur et promoteur de la musique béninoise. Donc vous êtes béninois. Absolument. Et donc il nous rejoint sur ce plateau justement pour débattre de cette question qui est liée au racisme, à la xénophobie et à l'exclusion dont connaissent les immigrés africains et d'autres immigrés en général. Alors, docteur, vous avez une réaction à faire parce que déjà la première partie, vous vouliez déjà réagir. Je vous écoute. Oui, voilà. Bon, je disais tout à l'heure qu'on ne sera pas d'accord sur la définition du racisme. C'est un creuset dans lequel chacun se retrouvera. On ne peut jamais être d'accord. Voilà. C'est pour cela que... Chacun doit dire les choses qu'il les ressent. Tout à fait. Et ceux qui nous suivent justement ressentent les mêmes effets autrement. Voilà. C'est pour cela que moi je préconise d'aller au-delà. Allons-y au-delà. De ce vécu-là. On y va. Et de proposer des solutions. On y va. Ces solutions-là, que certaines communautés ont résolues, ont trouvé pour se faire respecter ici. Vous allez dans le 13e arrondissement pour déjà, prendre des exemples. Avant d'arriver à de localisation, le cas où il y a les émirats et tout ça, mais nous avons parlé de la première partie pour qu'il y ait le racisme. Vous-même, vous avez défendu une thèse ici selon laquelle, parce que nos enfants, nos parents ne se font pas imposer dans les milieux éducatifs. Il faut qu'ils viennent. Bon, ça c'est votre justification. Voilà. Maintenant, quels sont justement les moyens que nous pouvons utiliser pour barrer cette difficulté ? C'est d'abord, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la musique, qu'il ne faut pas danser, qu'il ne faut pas faire tout ce qui contribue, n'est-ce pas, à la culture africaine, à la faire connaître sur tous les plans. Continuer toujours, n'enlever aucun pourcentage de cet investissement humain-là. Ça fait valoriser notre culture africaine. Tout à fait. L'Afrique culturelle, l'Afrique sportive, l'Afrique, toutes les Afriques que nous connaissons là, jusqu'à présent, continuons toujours, d'accord ? Mais je dis qu'il y a une Afrique que l'on ne connaît pas ou que l'on ne veut pas connaître. C'est l'Afrique technologique et scientifique, elle existe. Et je pense que si les gens s'investissent dans ce domaine-là, déjà, pour les gens qui souffrent du racisme ici, leurs enfants, s'ils vont vers les technologies, il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a des écoles privées, c'est cher, je suis d'accord, il y a des associations qui peuvent être des intermédiaires, d'accord, pour réintégrer l'enfant dans son milieu scolaire. Donc, en vous entendant parler, c'est comme qui dirait que ses parents ne le font pas. Ils ne le font pas assez. Bon, je ne veux pas leur jeter la pierre, je dis qu'ils ne le font pas assez. Et j'ai tout à l'heure aussi énuméré les raisons qu'ils font. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils dorment. Ils ne font pas assez. Parce ils ne le font pas assez. Ils ne le font pas assez. Ils sont paresseux, c'est ça? Mais non, ce n'est pas une question de paresse, c'est une question de disponibilité et de moyens. Aussi. Donc ce sont des raisons liées à l'économie. C'est très économique le problème. Justement, c'est ça qui fait la faiblesse aussi. Seulement, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Si à un moment donné, vous ne séparez pas la queue et la tête du serpent, vous ne pourrez jamais. Oui. Je ne sais pas si
Vous comprenez ce que je veux dire? comprends très Le cercle bien. est fermé, il faut absolument trouver le moyen de rentrer sur ce cercle-là. Merci, merci. Et nous allons revenir à notre nouvel invité qui vient de nous rejoindre, M. Bobodé. Alors, pour vous, vous n'avez pas cité la première partie de l'émission, mais au moins, j'aimerais vous entendre par rapport à la question liée justement à la montée, la flambée du racisme. Quelles seraient pour vous les causes du racisme? Parce que cette question a été déjà abordée. Mais en une minute comme ça, comment vous pouvez réagir? Les causes du racisme, moi je pense qu'il y a différents aspects. Il y a le travail de nous les Noirs, nous-mêmes, d'abord. Moi je pense que si nous travaillons bien, et beaucoup, nous allons pouvoir nous imposer. Non, mais avant de nous imposer, vous croyez quand même qu'il y a le racisme qui existe? Ah, bien sûr, absolument. Mais voilà, alors comment peut-on arriver justement à barrer ces préjugés? Par le travail et par notre propre organisation. Parce que je trouve que les Africains ne s'organisent pas beaucoup. Quand on va voir le peuple juif ici en France, ils ont le CRIF, ils ont pas mal d'organisations au sein duquel ils se retrouvent pour se défendre. Mais nous les Noirs, nous avons le cran. Oui. Je peux vous assurer que j'ai été chanté avec Mewe à la date anniversaire du cran, où on essayait de glaner un peu de fonds pour pousser cette association-là. Mais là-bas, il n'y avait que des Blancs qui étaient venus nous soutenir. Il y avait le Monstre Gaillot, Marie-Georges Buffet, Patrick Poivre. Moi, vous ne voyez pas que quand vous parlez enfin, excusez-moi le terme que vous avez utilisé vous-même, les Blancs, okay? Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils s'intéressent aux Africains tout simplement pour des efforts liés à la culture et au sport? Oui, mais c'est là où on les retrouve en masse. Non, c'est que nous-mêmes, nous avons laissé la place. À partir du moment où tu laisses une place, il y a ton voisin qui... Est-ce que ce n'est pas parce que les conditions ne nous permettent pas de nous imposer dans la même ligne qu'eux? Je ne crois pas beaucoup. Il y a beaucoup de barrières, non? Mais non, il n'y a pas tellement de barrières. Nous avons eu la chance déjà d'être là. Moi, je dis que c'est une chance que nous avons d'arriver dans ce pays. Et nous devons travailler pour nos enfants. Alors, pour que nos enfants aussi, demain, puissent parler la tête haute. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Il n'y a qu'à voir les Noirs aux États-Unis. En se mettant ensemble, ils ont réussi à faire infléchir le grand Coca-Cola. D'accord. Alors qu'ici en France, il suffirait simplement que l'idée parte aujourd'hui, parce que nous avons vu que PPDA a été évincé de TF1. Oui. Mais notre frère Harry Roselmack aurait pu... On va parler de cette situation, c'est un cas illustratif. Voilà. On va évoquer vers la fin de l'émission. Mais déjà, en réaction à votre propos, je pense que le pasteur Moshe, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'allais dire que le constat et l'analyse faite sur le racisme me pousse à dire ceci, c'est que on ne peut pas éviter cela parce que l'homme en lui-même est égoïste et mauvais, et l'avocat de Fourniret l'a dit. Donc malgré toutes les mesures qu'on peut prendre, l'homme étant égoïste et mauvais, on ne peut pas éviter. Donc celui qui pense subir le racisme ne doit pas chercher sa solution chez son oppresseur. C'est ça. Donc il doit, et comme la Bible dit, avant de voir la paille qui est chez l'autre, regarde la poutre qui est chez toi. Donc premièrement, ceux qui subissent cela doivent commencer, eux, à voir en eux qu'est-ce qui ne va pas. Tout à fait. J'ai l'impression qu'ici, vous vous attablez à démontrer que les immigrés même sont responsables de ce qui leur arrive. Non, moi pas du tout. Je dis que ils subissent quelque chose, mais leur problème, c'est qu'ils cherchent la solution de leurs oppresseurs. Moi, quelqu'un comme La Fontaine a dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc l'agneau ne va pas chercher son salut chez le loup, il va chercher son salut dans ses jambes ou dans ses pattes ou auprès du berger. Et donc la personne qui subit, l'immigré qui subit le racisme, effectivement, c'est injuste et c'est réel. Donc, on ne peut pas nier cela parce que c'est humain. Donc, l'homme veut conserver ses avantages, rester dans un groupe bien homogène et dominer sur les autres. Voilà. Mais maintenant, vu cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à chacun de dire, moi, je vais me battre avec les moyens qui me sont donnés
pour pouvoir me frayer un chemin. Je vais commencer par m'organiser, comme a dit le monsieur à côté. Donc, je m'organise, moi, je regarde mes failles. Quand on voit des gens qui négligent l'éducation de leurs enfants, après ils disent c'est le racisme. Non. Donc, vous rejoignez directement, monsieur... Pas totalement. Ah, mais oui. Parce que... Sur certains points, je dis que il y a des responsabilités qu'on doit tenir, mais on ne les tient pas. Et donc, comme à peu près le docteur, je dis la danse, le sport... c'est le domaine privilégié des immigrés. Oui, c'est presque du tralala. Et puis, ça ne fait pas avancer le problème. Donc, on reste des gens qui s'amusent et puis qui ne cherchent pas à travailler pour être utiles dans la société. Eh bien, voilà, madame. La danse, le sport, c'est du tralala. Ah oui. C'est ce qu'il vient de dire. Votre réaction? Oui, effectivement, parce que depuis les indépendances, l'oppresseur a emmené une certaine technologie qui ne convient pas à nos sociétés. Donc pourquoi l'Africain ne se réveille pas de lui-même? Tout à l'heure, le grand sorcier blanc disait qu'il fait partie de la communauté juive. Le grand sorcier blanc dont on parle, c'est l'invité qui était tout à l'heure. Qui était présent tout à l'heure. a remplacé tout à fait. Alors, il expliquait bien qu'il était de la communauté juive, mais les juifs aussi, ils sont agressés souvent, mais quand ils ont su éviter le communautarisme et s'imposer, ça se passe très bien. Nous avons les Chinois à l'heure actuelle. Et cela a été dû par le fait d'une bonne organisation. Ben oui, donc on ne peut pas culpabiliser. Moi, je ne tiens pas à ce qu'on culpabilise, soi-disant, l'oppresseur, alors que nous-mêmes, nous ne nous organisons pas. En utilisant les moyens qui sont les nôtres. Oui, alors la question qui serait juste, c'est comment chacun peut-il affirmer justement ses particularités culturelles sans nuire à son prochain, sans nuire aux autres. Eh bien voilà, et c'est sur ça qu'il faudra qu'on puisse se poser la question. Culturelle. Alors, M. Baudet, la réaction? Oui, mais je vous vois soulever le petit doigt. Oui, parce que... je suis d'accord avec Madame Domingo, oui. mais l'histoire, c'est que on a beau faire tout ce qu'on veut, le racisme est quand même dans les institutions ici en France. Voilà. Le racisme y est, parce que pour qu'un noir prenne la place d'un blanc à la télévision, c'est toujours difficile. Parlons-en, parce que c'est un sujet quand même d'actualité qui mérite d'être discuté. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il en est au juste? Vous appelez ça le racisme? Absolument. Mais pourquoi? C'est toujours une forme de racisme. Ce n'est pas une raison liée à la compétence, c'est lié à au choix des responsables. Il est glamour, il est beau gosse, il passe bien à la télé, donc je ne comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il faille aller chercher une fille sur Canal+ pour venir remplacer PPDA alors que PPDA avait un joker noir. Pourquoi pas aller chercher justement, on peut. Oui. Mais à partir du moment où le joker y est, mais par définition, c'est le joker qui prend la place. Oui. Maintenant, on ne le fait pas. Nous, on peut conclure comme on veut. Mais l'histoire, c'est que là où nous-mêmes, les Noirs, nous avons des faiblesses, demain, si on demandait à toute la population noire ici en France de boycotter un tant soit peu TF1, même pendant 3 mois, mais il y a des Noirs qui commenceront à dire le contraire. Alors que ce n'est pas ce qu'on voit dans les communautés comme les communautés asiatiques ou juives. Dès qu'il y a une décision qui est prise, tout le monde suit et ça marche. Mais nous, notre faiblesse vient de là. Nous sommes toujours divisés. Toujours divisés. Malheureusement, si nous continuons comme ça, nous allons droit dans le mur et c'est vraiment dommage pour nos enfants. C'est ça. Pour les générations futures. Voilà. Alors, M. Poulouessou, docteur, vous en tant que docteur, comment vous ressentez ça? Est-ce que vous pensez que, M. Bobodé, cette illustration est exactement ça représente la réalité? Pour assurer... C'est ça qui fait l'illustration du racisme? Pour assurer... Mon cher ami Bobodé, d'ailleurs, qui m'a invité donc, à cette émission. C'est moi qui vous ai invité à l'émission. Ah d'accord. Et c'est lui qui a transmis l'invitation. Et je l'en remercie. Tout en vous remerciant, évidemment. Voilà. Moi, je ne regarde pas de TF1. Voilà. Donc, je ne regarde pas de TF1. Je regarde d'autres émissions scientifiques. Là, on ne fait pas de règlement de compte ici. Hein. C'est pas ça. C'est pour dire que j'anticipe sur ce qu'il propose. Tout en disant tout simplement qu'il a raison.
tout à l'heure, on a dit aux États-Unis, et quand les Américains se sont levés, enfin certains Américains se sont levés donc, contre Coca-Cola, ça a marché. Bon, je crois que ça peut marcher ici aussi. Les Noirs sont quand même une force. Les Noirs, les autres, en fait, tous ceux qui sont méprisés, qui sont mis à l'écart dans ce pays, sont une force qu'ils ignorent. Ils s'ignorent là. Nous nous ignorons. C'est ça. Et je crois qu'en prenant conscience donc, de cette force-là, économique, politique que nous représentons, et tout en travaillant, il ne faut pas simplement rester là, pleurnicher sur, voilà, c'est l'autre qui m'a mis à l'écart, qui est raciste, etc. Il faut qu'il change d'avis. Non, il ne changera pas d'avis. Voilà. Tout simplement parce que c'est un instinct de survie. Voilà. Et l'instinct de survie n'est pas simplement individuel. Il est collectif, l'instinct de survie. Ouais. Regardez, TF1, Antenne 2, FR2, etc. On trouve toujours les mêmes personnes, les fils, les filles, les cousins, des mêmes personnes, toujours devant les antennes. Alors, oui. Donc, c'est un instinct de survie mais qu'il faut aller bousculer, tout simplement, en acquérant de la compétence. Il faut de la compétence. Et je dis encore, je répète que quand nos jeunes gens-là seront compétents, on n'ira pas chercher d'autres gens ailleurs pour les mettre dans les usines, dans les entreprises, derrière les ordinateurs pour prendre les décisions. Alors, c'est une occasion justement par rapport à cette illustration pour vous, M. Bobodé, à vous occuper donc, justement à regarder plus 3A Télé Sud, qui est votre chaîne africaine, panafricaine. Alors, c'est une occasion de zapper et continuer à regarder la chaîne qui est la vôtre. Alors, madame, vous voulez dire quelque chose? Je souhaiterais quand même soulever le fait que quand Madame Calixte Beyala, en 99, a soulevé le problème des quotas, le CSA, quand même, a mis en œuvre une étude quantitative pour voir si la représentativité des minorités visibles, on a retrouvé, il me semble, 6% à peu près. Donc tout le monde est d'accord que nous ne sommes pas assez représentés. Mais que faisons-nous? Monsieur Bobodé disait tout à l'heure qu'on n'a pas pris Monsieur Harry Roselmack. On peut être tous les deux, mais nous n'avons pas les mêmes compétences. Donc ce n'est plus une question de couleur. Voilà. Ça veut dire que chacun a un rôle à jouer au sein des médias. Oui. Mais je pense qu'on est en train de jouer sur le fait que Monsieur Roselmack n'ayant pas été nommé, on dit que c'est le racisme. Je ne pense pas. Je crois que c'est après une question de compétence. Et si on veut tous accéder... Il est quand même joker. Mais si le joker, c'est qu'il est compétent. Oui, mais il me semblerait qu'au niveau gouvernemental... Quand on parle de gouvernemental... Alors, on laisse Madame terminer son idée. Oui. Il me semble qu'au niveau gouvernemental, M. Harry Roselmack est prévu au niveau des médias. Alors, laissons faire un peu les choses avant de... Donc, M. Bobodé, vous comprenez déjà que le racisme ne se définit pas par rapport à ce cas. C'est ça que je dis que le racisme français aujourd'hui devient institutionnel. Il n'y a qu'à voir en Angleterre. Le présentateur vedette en Angleterre, voilà. Ouais. Vous voyez, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va voir ça ici, alors qu'ici, la France est quand même le pays des... Donc vous sous-entendez que la France est un pays plus raciste que... Absolument. Ah ben voilà, pasteur. Moi, je ne veux pas qu'on polémique sur l'évidence. C'est que l'homme étant mauvais, il sera raciste. Et quand il aura une position de force, il pratiquera. Et nous, on a vécu ça dans nos pays d'origine. On était raciste vis-à-vis de ceux-là qui n'étaient pas... De quelle manière vous avez été raciste dans votre pays africain? On a vu certains matchs de football qui a eu lieu entre des pays africains. Et quand le pays de, par exemple, Congo-Sénégal ou comme ça, le Congo perd, on détruit les boutiques sénégalaises. Donc, on a vu ça. Donc, et ça, c'est un cas de racisme? Oui, puisque quand l'homme occupe une position de force, il va pratiquer le racisme. Il va pratiquer, comme le docteur a dit, donc c'est un instinct de survie. Donc, j'ai le pouvoir, je le garde. J'ai ce que j'ai, je le garde. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne. Donc, ça, c'est une évidence. Comme M. Bobodé le confirme, c'est une évidence. Il y a le racisme. Il est même institutionnel. Et ça, c'est partout. Alors, maintenant... Oui, papa. Oui, maintenant, moi, je veux qu'on insiste sur ce que nous, on doit faire, sur ceux qui subissent le racisme, doivent faire pour émerger. Donc, il y a des nouvelles voies, et les nouvelles voies, c'est comme 3A Télé Sud. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une guerre pour dire vous avez été... on n'a pas trouvé quelqu'un pour remplacer un noir ou quoi que ce soit? Il n'y a pas, parce qu'il y a des gens qui se sont dit nous, on peut faire quelque chose, on va faire quelque chose. Et puis, il y a les lois du marché. Les lois du marché feront qu'un présentateur vedette, donc il s'imposera parce qu'il est populaire, qu'il attire les gens. C'est comme du temps du grand racisme aux États-Unis. Il y avait
avait des grands chanteurs noirs américains qui se faisaient applaudir par une majorité de blancs parce qu'ils avaient le talent. Donc il faut travailler et commencer par être juste dans sa propre communauté. Quand il y a des chefs d'entreprise noirs qui ne payent pas leurs employés noirs, donc est-ce qu'on peut parler de racisme là? Donc c'est l'égoïsme qu'il y a chez l'individu africain. Bon, moi je parle du milieu que je connais. Oui, mais ce que nous vivons, c'est une réalité. Malheureusement, nous sommes en France, il n'y a pas de dictature, on peut payer ses salariés normalement. Mais on vit autrement l'exclusion. Oui, c'est parce que dans nos communautés, on n'est jamais content que notre semblable réussisse. Donc il y a déjà ça à travailler. Et c'est un gros problème. Donc on ne peut pas le mettre sur la faute de l'oppresseur. C'est dans ce sens que je parle de multiculturalité. Voilà. Parce qu'effectivement, il faut d'abord rentrer en soi, faire son mea culpa, savoir là où on veut aller, et puis choisir son camp. Si on veut aller de l'avant... On voit bien aux États-Unis, M. Bobodé le disait tout à l'heure, effectivement, les communautés sont représentées. On a des Chinois, on a des Noirs sur CNN, et ainsi de suite. À l'heure actuelle, nous sommes déjà dans une démarche, notamment, votre télé existe. Il ne faut pas oublier quand même que c'est tout nouveau et que la polémique qui a été créée par rapport à M. Roselmack, tout le monde était étonné, c'est un Noir. Mais avec ses compétences, il est toujours présent. Nous avons sur FR3 Mme Pulvar. Il ne faut pas oublier aussi les partenaires. Des chaînes, non, mais c'est parce que ce sont des réalités. Ça va venir petit à petit. Il y a les partenaires RFI, et ainsi de suite. Ça viendra, mais c'est à nous, à tout un chacun d'entre nous, de mener ce combat de la compétence pour avoir et gagner sa place. Alors, je vais revenir à M. Bobodé. Quels sont les cas pour vous, hormis celui-là que vous venez d'évoquer, les cas que vous connaissez de racisme dans les milieux de travail ici? Voilà. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une entreprise de transport et franchement, je n'ai pas subi beaucoup de cas de racisme dans ce domaine-là. Voilà. Pourtant, ça existe. Voilà. Souvent, je prends mon camion et puis je vais travailler. Je suis seul dans mon véhicule. Oui, dans une entreprise où vous êtes embauché. Hein, voilà. Ce sont des cas où je voudrais qu'on en parle. Non, même comme je suis mon propre patron. Voilà. Donc, franchement, je ne peux pas... Oui, mais en général, hein, parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre, hein, la France. Si, mais il y a d'autres cas de racisme mais que je connais, mais dont je ne peux plus forcément parler parce que ça fait 17 ans que je vis seul au quotidien dans mon véhicule. Docteur, voilà. Les cas de racisme dans les milieux de travail, ça existe quand même. Ça existe, non, c'est incontestable. Là, c'est le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut se former. Mais là, je voudrais qu'on parle de ceux qui sont déjà formés, mais qui sont déjà dans les postes importants, mais qui sont des couleurs. Ils connaissent aussi les problèmes. Oui, voilà, les problèmes, nous en rencontrons constamment, quotidiennement. Et comment vous réagissez à ça? Un mot très fort, le mépris, tout simplement. De quelle manière? Bon, il faut tout simplement dire, s'il était un peu plus intelligent, il faut utiliser les mots forts, hein, comprenez? Mettre les gens devant leurs contradictions, leurs propres contradictions. Et là, ils se rendent compte, j'ai eu une réaction comme ça. Oui, tu as eu une réaction comme ça, mais on n'en parle plus. Bon, et vous méprisez ça tout simplement, et puis vous passez au concret. Passez au concret. Bon, si on fait des allusions sur votre cravate, sur votre habillement, etc., tiens, t'es pas bien rasé aujourd'hui, etc., vous méprisez ça et vous ramenez les gens toujours sur les compétences, sur le domaine qui vous réunit. Potentiellement. Je le vis tous les jours. Il n'est pas facile d'accompagner un élu, ainsi de suite. Si c'est une personne Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Eh bien, comme disait le professeur, il faut mettre chacun face à lui-même et expliquer qu'il faut parler, il faut communiquer. La communication est vraiment très, très importante. Il ne faut pas oublier de s'organiser quand même pour pouvoir prendre des décisions à chaque fois. Pas forcément des décisions dans la brutalité, non. Mais voilà. Et surtout, le boycott, c'est un argument valable. Valable. Et il faut qu'on... Non, mais ce n'est pas de la rigolade. Il faut qu'on se mette d'accord. Si on décide de boycotter quelqu'un qui a pratiqué du racisme, il faudrait que nous marchions là-dedans
pour que demain nous représentons une force. On n'a même pas de lobby noir dans ce pays. C'est très mauvais ça. Mais voilà, quand est-ce que vous allez parler et celui qui est en face va vous écouter? Et bien voilà, ça c'était un bon conseil quand même. Il ne vous écoutera jamais. Donc vous, en tant que pasteur là, oui, moi je dis, le racisme c'est l'arme du faible. Quoi. Oui. Donc il n'a rien à prouver, alors il utilise le racisme pour se croire. C'est pas l'arme du plus fort? C'est l'arme du faible, c'est quelqu'un qui se sent faible et il se protège par le racisme. Donc, et moi je dis, il faut avoir pitié de ceux qui sont racistes et ne pas faire comme eux en ayant comme une sorte de revanche. Alors, ou de parlons vengeance. concrètement par rapport à vous-même qui êtes pasteur d'une église. Je vais donner cet exemple. Je vais dire, bibliquement. Effectivement, la Bible dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Donc si on veut... Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Voilà, si on veut être aimé, il faut aimer les autres. Ah d'accord. Et donc, ce n'est pas dans une guerre face à l'oppresseur que nous allons nous émanciper, mais c'est en faisant le contraire. Et petit à petit, on attirera des bonnes consciences parce qu'il ne faut pas généraliser. Il y a dans l'autre camp des gens qui sont de bonne volonté. Oui. Et ce nombre peut être augmenté par une manifestation de bonne volonté de notre part. Donc, et je vais parler de mon cas. Je dirige une église qui est multi... Ne parlez pas de votre cas, parlez des Africains en général. Ah mais oui, vous m'avez parlé dans le milieu, je vais donner un exemple. Ouais. Un exemple qui montre que... Plus rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute et demie. Hein. Lorsqu'on fait aux... Chacun aura 30 secondes. Oui, lorsqu'on fait aux autres, Oui. c'est que nous voulons qu'on nous fasse. Et lorsqu'on travaille sérieusement pour manifester nos performances, nos qualités, eh bien, ça marche. Les barrières tombent parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 églises principales. Il y a une église qui est multiraciale et il y a une autre qui est à 90% blanc et c'est moi, le pasteur noir. Voilà, pasteur, je pense que c'est la preuve que ça peut avancer. Vous allez me prendre la minute qui me reste. Voilà. Monsieur Bobodé, vous avez 20 secondes. Oui. Vous allez donner votre dernier mot. Voilà, j'ai bien écouté ce que disait le pasteur. Oui. Et c'est avec ce discours-là que l'Afrique est toujours en arrière et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le discours biblique. Voilà. Parce que, ça nous ramène en arrière. Voilà, parce que quand moi je vois que la plus grande démocratie au monde aujourd'hui, les États-Unis, qui sont en train d'élire un noir, où on demande... C'est pas fait. Attendez, bon, ils sont en train. Ils sont en train. Et ce monsieur-là, le lobby juif, lui demande de venir dire ce qu'il va faire avec Israël. Il a été obligé de se déplacer. Nous allons revenir à ce discours de M. Obama plus tard. Toujours ce que font les autres pour voir les copier. Nous allons conclure l'émission dans 10 secondes. Alors, docteur, vous avez 5 secondes et madame 5 secondes, s'il vous plaît. Voilà, et pour répondre à... Pour conclure. Pour conclure. Oui. Répondre en même temps aux amis. Rapidement. Se concerter, se réunir. C'est pour cela que moi j'invite non seulement tous les Béninois, mais aussi tous les Africains. Les Africains en général. Hein. Voilà, en général, à se rassembler, à venir. Et boulevard rue de Charonne, pour une réunion très importante de convergence. J'ai utilisé le mot convergence tout à l'heure. Pour un Bénin émergent. Ça a lieu le samedi prochain. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Là, c'est autre chose. D'accord. Madame Adeline. Je voudrais simplement signaler que nous sommes dans une grande démocratie, une belle démocratie, et que nous avons un nouveau président qui se bat pour la diversité. Donc c'est à nous de nous battre et d'amener nos compétences, et je pense que chacun trouvera sa place en ce monde, tout simplement. Vous parlez du président français? Oui. Je parle du président français puisque nous sommes en France. Laquelle 10 secondes. 10 secondes, bien rapidement. Oui, celui qui se sent opprimé doit se comporter différemment de ses congénères à lui, de ses oppresseurs. Non, je parle de, par exemple, un noir doit se comporter pas de la même manière qu'il se sent opprimé envers les noirs. Merci. Il doit commencer par faire justice dans son propre milieu et je crois que les choses iront déjà. Et vous croyez mieux. que nous croyons tous que les choses vont avancer. C'est donc la fin de cette émission de ce soir. Et donc vous avez compris que le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, vu par les immigrés africains ici présents, chacun va tirer ses propres conclusions par rapport à ce débat. Et nous allons revenir justement pour un autre numéro prochainement, lorsque vous aurez exprimé votre désir à débattre sur cette question. Merci et à la prochaine sur 3 Ateliers Sud. Merci à vous. Merci à vous.